Ma femme, Amélie, ne s'est pas contentée de demander le divorce. Elle a orchestré une véritable embuscade. C'est arrivé un mardi soir, le genre de soirée lourde et étouffante où l'air semble si épais qu'on pourrait s'y noyer. Je venais de rentrer chez moi après avoir enchaîné 2 services au centre logistique, la crasse sous les ongles et le dos hurlant de douleur. Je suis entré dans la cuisine en m'attendant à la routine habituelle, peut-être un dîner à réchauffer au micro-ondes, peut-être le silence. À la place, j'ai découvert un conseil de guerre. Amélie était assise à la table de la cuisine, la posture impeccable, les mains croisées sur une épaisse enveloppe Kraft. Elle n'était pas seule. Assis en face d'elle se trouvait un homme que je n'avais jamais vu, les cheveux gominés en arrière, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, et arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Assieds-toi, Julien » m'a-t-elle dit. Ce n'était pas une requête, mais un ordre. J'ai jeté mes clés sur le plan de travail. Leur cliquetis a été le seul son dans la pièce pendant 10 bonnes secondes. « Qui est-ce ? » « Voici maître Vasseur » a-t-elle répondu en désignant l'homme en costume. « C'est mon avocat, et nous devons parler de la fin de notre mariage. » Je n'ai pas bougé. Mon cerveau essayait désespérément de rattraper ce que mes oreilles venaient d'entendre. La fin de notre mariage ? Nous nous étions disputés, bien sûr. Les fins de mois étaient difficiles, le stress était omniprésent. Mais le divorce ? Et pas juste une simple conversation, mais un avocat en plein milieu de ma cuisine ? Nous avons rédigé un protocole d'accord, a déclaré l'avocat, Vasseur. Sa voix était mielleuse, comme de l'huile sur du goudron. Il décrit la répartition du patrimoine. Compte tenu de vos limites financières actuelles, nous estimons que c'est extrêmement généreux. Il a fait glisser l'enveloppe vers moi. Je n'y ai pas touché. Lis-le, a ordonné Amélie, sa voix dénuée de toute émotion, froide, clinique. Je veux la maison. Je veux la voiture. Je veux 75% de notre compte joint, et je veux une prestation compensatoire de 1 500 € par mois pendant 5 ans. J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'était un son sec et rocailleux. Tu veux la maison ? La maison que mes parents m'ont léguée ? Celle que j'ai passé 3 ans à retaper de mes propres mains ? Et tu veux 1500 balles par mois ? Amélie, je gagne à peine 2 500 € net par mois. Tu le sais très bien. Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. Le genre de pitié qu'on éprouve pour un chien qu'on s'apprête à faire piquer. Ce n'est pas mon problème, Julien, a-t-elle répliqué. La valeur de la maison a considérablement augmenté depuis notre mariage. Elle fait partie des biens communs maintenant. Et pour ce qui est de la pension, eh bien, maître Vasseur est très doué pour évaluer les capacités de revenus. Si tu n'acceptes pas ces conditions, nous irons au tribunal de grande instance. Et si nous allons au juge, tu paieras mes frais d'avocat. Tu paieras les frais de justice. Tu paieras absolument tout. Maître Vasseur facture 400 € de l'heure. Combien d'heures de travail ça représente pour toi, Julien ? 20 ? 30 ? Elle s'est penchée en avant, plongeant son regard dans le mien. Soyons réalistes. Tu es un chef d'équipe en entrepôt. Tu es un brave type, mais tu es fauché. Tu n'as pas les moyens de m'affronter. Tu ne pourrais même pas payer les provisions d'un avocat capable de tenir tête à maître Vasseur. Signe les papiers. Prends un appartement en location. Recommence ta vie à zéro. C'est la seule option qui ne se terminera pas avec toi vivant dans un carton sous un pont de la Rocade. Le coup était porté avec précision. Elle savait exactement où frapper. Elle savait que je n'avais que 5 000 € de côté sur mon livret A en cas de coup dur. Elle savait que je vivais d'un salaire à l'autre pour payer les matériaux de rénovation qu'elle avait exigés. Elle me croyait seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. J'ai regardé les papiers. Puis je les regardais. J'ai 1 semaine ? Vous avez 3 jours, a corrigé Vasseur. Signez-le d'ici vendredi où nous déposons la requête, et cette offre ne tiendra plus. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. 3 jours. Je suis sorti de la pièce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je suis allé dans la chambre, j'ai préparé un sac et je suis parti. J'ai dormi dans mon utilitaire cette nuit-là. Je n'ai pas beaucoup fermé l'œil.
J'ai fixé le plafond de l'habitacle en écoutant la pluie commencer à tomber, et j'ai senti une rage monter dans mes tripes, plus brûlante que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Elle pensait m'avoir mis échec et mat. Elle me prenait pour un simple pion. Elle avait oublié que j'avais un frère, Maxime. Nous ne nous étions pas parlé depuis 7 ans. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à l'enterrement de notre mère. Nous en étions venus aux mains sur le parking du cimetière à cause de la succession. Il voulait tout vendre et placer l'argent. Je voulais garder la maison. J'avais fini par gagner, mais cela nous avait coûté notre relation. Maxime était parti au volant de sa berline allemande de location et n'avait jamais regardé en arrière. Je savais qu'il était avocat. Je savais qu'il avait réussi. Je n'en savais pas beaucoup plus. J'ai sorti mon téléphone, dont l'écran était fissuré dans un coin, et j'ai tapé son nom sur Google. Maxime Marly, associé principal, cabinet Marly, Haute Séhure et associé. Les résultats de la recherche étaient terrifiants. Le vautour des affaires parisien. Le plaideur le plus impitoyable du barreau. Des articles parlaient d'accords se chiffrant en centaines de millions d'euros. Des photos le montraient serrant la main de ministres et de PDG du CAC 40. Il n'était pas seulement avocat, c'était un monstre en costume 3 pièces. Il était 3 heures du matin. J'ai composé le numéro indiqué sur le site web du cabinet pour les urgences clients, qui devait probablement être redirigé vers un service de permanence. Ça a sonné 2 fois. Marly. La voix était plus grave que dans mes souvenirs, éraillée par la cigarette, le whisky ou le simple fait de hurler sur les gens. Maxime, ai-je dit, la voix brisée. C'est Julien. Silence. Un silence lourd et pesant. Je pouvais entendre le tic-tac d'une horloge en fond sonore de son côté. Ou peut-être que c'était mon cœur. Julien, a-t-il fini par dire. Ça fait un bail. Quelqu'un est mort? Non, ai-je répondu. Pas encore, mais ma vie est sur le point de l'être. Je lui ai tout raconté. Je n'ai rien enjolivé. Je lui ai parlé d'Amélie, de Vasseur, de la maison, de la provocation sur les 400 € de l'heure. Je lui ai dit que je dormais dans mon fourgon. Quand j'ai terminé, il y a eu un autre silence. Puis, un petit rire sombre et caverneux. Elle a dit que tu ne pouvais pas te payer un avocat, a demandé Maxime. Ouais. Elle a dit que tu ne pourrais te payer personne capable de tenir tête à son gars. Vasseur, a prononcé Maxime, testant le nom comme s'il goûtait un mauvais vin de table. Grégory Vasseur? Un petit type, qui porte des costumes à rayures et parle comme s'il passait une audition pour un film. C'est lui. Je le connais, a dit Maxime. Il était juriste dans un cabinet que j'ai pulvérisé il y a 5 ans. C'est un moucheron. Un petit moucheron bourdonnant. Tu pourrais me recommander quelqu'un? Ai-je demandé. Je n'ai pas beaucoup d'argent, Max. Je sais que tes tarifs sont délirants, mais si tu connais un gars qui travaille pour pas cher mais qui se bat salement. Julien, m'a coupé Maxime. Tu es un idiot. Je sais. Non, je veux dire que tu es un idiot de me demander une recommandation. Où a lieu la signature? Elle a dit qu'il déposerait le dossier vendredi si je ne signe pas, mais elle a fixé un rendez-vous à l'étude de Vasseur pour la signature. Vendredi à 14 h. Vendredi, a marmonné Maxime. Je suis censé être à Genève. Je vais décaler. Max, je ne peux pas te payer. La ferme, a-t-il sèchement répondu. Elle a dit que tu ne pouvais pas te payer un avocat. Elle avait raison. Tu ne peux pas me payer. Personne ne le peut, à vrai dire. Mais elle a oublié la règle numéro 1 de la cour de récréation, Julien. On ne cherche pas des noix au petit frère de la plus grosse brute de la cour. Donc, tu vas m'aider? Je ne vais pas t'aider, Julien. Je vais faire de la pédagogie. Envoie-moi l'adresse par message. Ne signe rien. Ne lui parle pas, pointe-toi vendredi. Mets une chemise propre. La ligne a coupé. Le vendredi est arrivé. Je ne m'étais pas rasé depuis 3 jours. J'avais une mine épouvantable. Je me sentais misérable. Je me suis garé devant l'immeuble de Vasseur, une tour de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de la ville. Ma camionnette ressemblait à un furoncle rouillé à côté des Mercedes et des Audi sur le parking. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage.
La réceptionniste a regardé mes chaussures de sécurité avec mépris. Monsieur Miller, on vous attend dans la salle de conférence B. J'ai remonté le couloir. J'avais l'estomac noué. Et si Maxime ne venait pas? Et si c'était juste un autre moyen pour lui de m'humilier, de prouver qu'il était la réussite incarnée et moi le raté? J'ai ouvert la porte. Amélie était là, l'air triomphant. Vasseur était adossé à son fauteuil en cuir, tapotant un stylo en or sur la table. « Ah, Julien » a dit Vasseur en regardant sa montre. « Pile à l'heure. Je suppose que vous êtes prêt à signer. C'est vraiment la meilleure issue pour tout le monde. » Amélie ne m'a même pas regardé. Elle faisait défiler l'écran de son téléphone, déjà passé à autre chose. Elle cherchait probablement des meubles pour ma maison. Je l'ai-je commencé, la gorge sèche. Je dois attendre 1 minute. Attendre quoi? A cinglé Amélie en levant les yeux. Arrête de gagner du temps, Julien. Signe les papiers ou on lance la procédure. Ce sont tes seules options. Il attend son conseil, a tonné une voix depuis l'encadrement de la porte. Nous nous sommes tous retournés. Maxime se tenait là, mais il ne ressemblait pas au frère dont je me souvenais. Il ressemblait à une arme de guerre. Il portait un costume anthracite qui lui allait comme une seconde peau, une montre qui valait plus cher que ma maison, et il tenait une mallette en cuir qui avait l'air plus ancienne que le bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Il n'est pas simplement entré dans la pièce, il l'a envahi. Vasseur a cessé de tapoter avec son stylo. Son visage est devenu livide. Maître. Maître Marly. Assis, Grégory, a dit Maxime, sans même lui accorder un regard. Il s'est dirigé tout droit vers la chaise vide à côté de moi, l'a tirée et s'est assis. Il a posé sa mallette sur la table avec un bruit sourd. Amélie avait l'air confuse. Elle m'a regardé, puis a regardé Maxime, puis Vasseur. Elle a vu la terreur dans les yeux de son avocat et, pour la première fois, son assurance a vacillé. « Qui est-ce » a exigé Amélie. « Julien, qui est cet homme » Maxime s'est tourné vers elle. Il n'a pas souri. Ses yeux étaient froids, pareils à ceux d'un requin mort. « Je suis l'avocat qu'il ne peut pas se payer » a murmuré doucement Maxime. « Et je suis son grand frère. » Le silence qui a suivi était assourdissant. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Vasseur s'est éclairci la gorge. Cela ressemblait à un cliquetis sec. « Maître Marly, J'ignorais que vous preniez des affaires de droit de la famille. Je croyais que vous faisiez exclusivement dans le contentieux d'entreprise maintenant. » C'est le cas, a répondu Maxime en ouvrant sa mallette. Il n'a pas sorti quelques feuilles volantes. Il a sorti une pile de dossiers épaisse de 8 cm. Mais je fais des exceptions pour l'extorsion. Ce n'est pas de l'extorsion, a couiné Vasseur. Vraiment? Maxime a ouvert le premier dossier. Parce que ça ressemble à une tentative d'escroquer mon client de ses biens propres protégés par l'article 1405 du Code civil. La maison est un héritage, pas un bien commun. Les rénovations ont été payées avec des fonds provenant d'un compte épargne séparé que Julien alimentait avant le mariage. Nous avons les relevés bancaires juste ici. Il a fait glisser un document de l'autre côté de la table. Ce n'était pas un protocole d'accord, c'était un audit financier approfondi. Et concernant la prestation compensatoire, a poursuivi Maxime sans leur laisser le temps de respirer, vous prétendez que Julien cache des capacités de revenus. Théorie intéressante. Parlons donc des capacités de revenus d'Amélie, et plus particulièrement des revenus qu'elle dissimule. Amélie s'est figée. Son visage est devenu gris. De quoi parlez-vous, a-t-elle chuchoté. Maxime ne lui a pas répondu. Il a fixé Vasseur. Grégory, votre cliente vous a-t-elle informé de l'entreprise de conseil en ligne qu'elle gère depuis 2 ans? Celle qui est enregistrée sous son nom de jeune fille? Celle qui a rapporté 80 000 € l'année dernière? Celle qu'elle n'a jamais déclarée aux impôts? Vasseur a regardé Amélie. Il avait l'air sur le point de vomir. Amélie, C'est juste un passe-temps, a-t-elle bafouillé. Je vends des créations artisanales. Vous vendez des services de conseil à des sociétés de marketing offshore, l'a corrigé Maxime. Et vous déposez l'argent sur un compte PayPal relié à une banque au Luxembourg. Nous avons les historiques de transactions. Nous avons les adresses IP. Nous avons tout.
Maxime s'est penché en avant. Alors, voici comment les choses vont se passer. Vous allez abandonner vos revendications sur la maison. Vous allez abandonner votre demande de pension. En fait, puisque vous êtes celle qui gagne le plus depuis 2 ans en cachette, c'est vous qui allez verser une prestation compensatoire à Julien. Vous allez lui rembourser la moitié des dépenses du foyer qu'il a couvertes pendant que vous thésaurisiez votre argent secret. Et vous allez payer mes honoraires. Amélie s'est levée, les mains tremblantes. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un guet-apens. Non, Amélie, a rétorqué Maxime, sa voix tombant dans un murmure terrifiant. Un guet-apens, c'est dire à un homme qu'il a 3 jours pour céder sa vie par écrit ou finir à la rue. Ça, ce n'est que l'échauffement. Si vous ne signez pas notre contre-proposition à l'instant même, je dépose un signalement pour fraude fiscale auprès du fisc concernant vos revenus non déclarés. Je lance des poursuites au civil pour préjudice moral. Je ferai traîner ce divorce pendant 5 ans. Je ferai témoigner sous serment toutes vos connaissances. Je ferai saisir chaque SMS que vous avez envoyé depuis 2018. Je vous enterrerai sous tellement de paperasse et tellement de dettes qu'il vous faudra un sous-marin pour apercevoir la lumière du jour. Il a lancé un regard noir à Vasseur. Et Grégory, si vous lui conseillez de contester cela, je dépose une plainte auprès de l'ordre des avocats pour vos tactiques de négociation agressive envers une partie non représentée. Je crois me souvenir que le bâtonnier voit ce genre de pratique d'un très mauvais œil. Vasseur a dégluti difficilement. Il s'est tourné vers Amélie. Signé. Quoi, a hurlé Amélie. Signé, Amélie, a supplié Vasseur, la voix vaincue. Il ne bluffe pas. C'est Maxime Marly. Il va vous ruiner. Il va me ruiner. Signez ce satané papier. Maxime a fait glisser une simple feuille de papier sur la table. C'était limpide. Je garde la maison. Je garde mes économies. Elle me verse une somme forfaitaire de 20 000 € depuis son compte secret. Et on en reste là. Amélie a regardé la feuille. Elle m'a regardé. L'arrogance avait disparu. La pitié avait disparu. Il ne restait plus que la peur. Elle a pris le stylo que Vasseur tapotait quelques minutes plus tôt. Sa main tremblait tellement qu'elle arrivait à peine à écrire. Elle a signé. Maxime a pris le papier, a vérifié la signature et l'a rangé dans sa mallette. Il s'est levé. Au plaisir de faire des affaires avec vous, Grégory, a-t-il lâché. Il m'a attrapé par l'épaule. On y va, Julien. Je t'offre une entrecôte et une bière. Ou 10. Nous sommes sortis. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées, nous isolant du reste du monde. L'adrénaline commençait à redescendre, me laissant tremblant. Max, ai-je dit. Comment as-tu découvert tout ça? L'entreprise de conseil? Le compte au Luxembourg? Maxime a desserré sa cravate. Il avait soudain l'air fatigué. Humain. J'ai une équipe de détectives privés sous contrat, Julien. Je les ai mis sur le coup à la seconde où on a raccroché. La recherche bancaire accélérée m'a coûté 5 000 balles à elle seule. Je te rembourserai, ai-je répondu immédiatement. Ça me prendra peut-être 10 ans, mais je te rembourserai. Maxime a éclaté de rire. C'était un vrai rire, cette fois. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti un paquet de cigarettes, ignorant le panneau d'interdiction de fumer. Tu ne me paieras pas un centime, a-t-il dit. Considère ça comme un loyer. Un loyer. Je reviens m'installer dans le coin. Maxime a expliqué en fixant les numéros des étages de l'ascenseur qui défilait. J'en ai marre de Paris. J'en ai marre des requins. J'en ai marre d'en être un. Je vais ouvrir un petit cabinet ici. Faire des testaments, des ventes immobilières, quelque chose d'honnête. Il m'a regardé. Et j'ai besoin d'un endroit où loger pendant que je cherche un appartement. J'ai cru comprendre que tu as une belle maison, récemment rénovée. J'ai souri. C'était une sensation étrange sur mon visage, mais agréable. Ouais, c'est vrai. Il y a une chambre d'amis. Elle est pleine de cartons, mais elle est à toi. Parfait, a conclu Maxime alors que les portes s'ouvraient sur le hall. Parce que c'est toi qui conduis. Je n'ai pas dormi depuis 48 heures et j'ai la ferme intention de me saouler.
Nous sommes sortis à la lumière du jour. Elle était aveuglante. La pluie des derniers jours avait lavé la ville. La moiteur avait disparu. Amélie appartenait au passé. Elle était une leçon apprise, une cicatrice. Mais en marchant vers ma camionnette cabossée, à côté de mon frère qui se plaignait de la chaleur en desserrant le col de sa chemise hors de prix, j'ai réalisé que je n'avais rien perdu. J'avais nettoyé la pourriture des fondations. Et maintenant, j'avais la seule chose dont j'avais besoin pour commencer à reconstruire. La famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ça, ce n'était que la bataille. La guerre. La guerre, ce fut les 6 mois qui ont suivi et les secrets qu'Amélie cachait réellement. Parce que 2 semaines après que l'encre eut séché, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas Amélie. C'était la brigade financière de la police judiciaire. Monsieur Miller, a demandé l'inspecteur en exhibant sa carte. Nous devons vous poser quelques questions sur la société de conseil de votre ex-femme. Et plus particulièrement sur son associé, un dénommé David Quinqued. J'ai regardé Maxime, qui était assis sur mon canapé, mangeant une part de pizza en regardant un match à la télé. Maxime a mis la télévision en pause. Il s'est levé en s'essuyant la sauce tomate sur les lèvres. Ne dis pas un mot, Julien, a lancé Maxime en s'interposant entre moi et le policier. Je suis son avocat. Et si vous voulez parler à mon client, il va vous falloir une commission rogatoire et une bien meilleure attitude. L'inspecteur a soupiré. Maître Marly, nous avons entendu dire que vous étiez de retour dans la région. Écoutez, nous ne sommes pas là pour votre frère. Nous savons qu'il est clean. Nous sommes là parce que son ex-femme ne se contentait pas de cacher de l'argent. Elle le blanchissait. Mes genoux ont flanché. Le blanchissait? Amélie? Entrez, a dit Maxime, les yeux plissés. On vous écoute. Il s'est avéré que son activité de conseil n'était pas qu'une banale entreprise de marketing. C'était une façade pour faire transiter l'argent d'un vaste réseau de paris illégaux en ligne. Et David Quinqued? C'était le type avec qui Amélie faisait des heures supplémentaires au bureau depuis 2 ans. Le type avec qui elle prévoyait d'emménager une fois qu'elle m'aurait jeté de chez moi. Elle voulait la maison non pas par attachement, mais parce qu'elle avait caché des disques durs contenant des clés de portefeuille crypto dans les murs pendant les travaux de rénovation. Elle avait besoin que je parte pour pouvoir démolir les cloisons et récupérer son pactole de retraite. Les rénovations? Ai-je murmuré en m'effondrant sur le canapé. Elle avait insisté pour faire poser du placo-plâtre dans le bureau. Elle en faisait une obsession. C'est là que sont les clés, a expliqué le policier. Nous devons ouvrir ce mur. Maxime m'a regardé. Tu as une masse? Dans le garage. Va la chercher. 10 minutes plus tard, Maxime et moi nous tenions dans le bureau. Les enquêteurs étaient derrière nous, des bâches en plastique étalées sur le sol. J'ai balancé la masse. Le placo a explosé dans un nuage de poussière blanche. J'ai frappé encore et encore. La frustration, la colère, la trahison. J'ai tout mis dans mes coups. Au 4e impact, quelque chose est tombé sur le sol avec un bruit sec. Une petite boîte noire étanche. L'inspecteur l'a ramassée avec une main gantée. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient 3 clés USB et une pile de cartes SD. Bingo, a dit le flic. Avec ça, elle en prend pour 10 ans. Minimum. Maxime a posé une main sur mon épaule. Ça va? J'ai regardé le trou dans le mur. J'ai regardé la poussière qui recouvrait mes chaussures de sécurité. Elle s'est servie de moi, ai-je soufflé. Elle s'est servie de ma maison. Elle s'est servie de notre mariage. Tout n'était qu'un mensonge. Pour du fric. Ouais, a répondu Maxime. Ça l'était. Mais vois les choses de cette façon. Tu viens d'aider la police à faire tomber un syndicat du crime. Tu as gardé ta maison. Et tu as pu défoncer un mur à coups de masse. C'est quand même moins cher qu'une thérapie. J'ai ri. C'était un rire faible, mais bien réel. Les retombées ont été spectaculaires. Amélie a été arrêtée le lendemain à l'aéroport de Roissy alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol pour les îles Caïmans avec Vasseur. Il s'est avéré que Vasseur n'était pas seulement son avocat. Il était aussi sur la liste de paix du réseau. Les journaux télévisés n'ont parlé que de ça.
Une mère de famille de banlieue blanchit des millions. Mon téléphone a explosé de messages. Des gens qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis des années étaient soudainement devenus mes meilleurs amis. Je les ai tous ignorés. J'ai passé le mois suivant à réparer le mur du bureau. Maxime m'a aidé. Il était nul en bricolage. Il avait des mains douces d'avocat, mais il a appris. Nous avons posé de nouvelles cloisons. Nous les avons peintes d'une couleur différente. Une nouvelle couche pour un nouveau départ. Un soir, après avoir fini de peindre, nous étions assis sur la terrasse en buvant des bières bon marché. Les grillons chantaient. L'air était frais. Tu sais, a dit Maxime en regardant le jardin. Je repensais à un truc. Dangereux, ça, les jeux taquinés. La ferme. Je pensais à papa. Il disait toujours que cette maison était un gouffre financier. Mais il l'adorait. Ouais, ai-je répondu. Il l'adorait, c'est vrai. Je comprends maintenant, a ajouté Maxime. Pourquoi tu t'es battu contre moi pour l'avoir? Ce n'est pas le bois et les briques. C'est la terre sur laquelle elle est construite. C'est notre point d'ancrage. C'est chez nous, ai-je conclu. Maxime a pris une gorgée de sa bière. Ouais, c'est chez nous. Il est resté 6 mois. Il a fini par acheter une maison à quelques kilomètres de là. Une ruine qu'il n'avait aucune raison d'acheter, mais il voulait apprendre à faire les travaux lui-même. Il vient dîner tous les dimanches. On ne se bat plus. On ne se dispute plus pour des questions d'argent. Amélie purge actuellement une peine de 8 ans dans un centre pénitentiaire pour femmes à Rennes. Elle m'écrit parfois des lettres pour me demander pardon. Pour me demander de l'argent pour la cantine de la prison. Je les brûle sans les ouvrir. Je n'ai que faire de ces mots. Je n'ai que faire de ces excuses. J'ai récupéré ma vie. J'ai retrouvé mon frère. Et j'ai une nouvelle règle, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les moyens de vous battre, trouvez un plus gros bâton. Ou un frère plus intelligent. La semaine dernière, je suis entré dans la cuisine. Elle était vide. Silencieuse. Le fantôme de l'embuscade de ce fameux mardi soir avait disparu. Je me suis fait un sandwich. Je me suis assis à la table où ma vie a failli basculer. J'ai regardé l'endroit où Vasseur était assis. Si suffisant. Si sûr de lui. J'ai souri. J'ai croqué dans mon sandwich. Il avait le goût de la liberté. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas de détruire l'autre personne. C'est de lui survivre. C'est de s'épanouir malgré elle. Mais soyons honnêtes. Les regarder se faire embarquer menottes au poignet pendant qu'on boit une bière sur sa terrasse, ça reste une excellente deuxième place.